Bienvenue à son nouveau sommet. Abonnez-vous pour des histoires de croissance, de résilience et de nouveaux commencements. Avant le mariage, Edward Osborne installa sa maîtresse dans la chambre qu'il avait conçue pour sa fiancée. L'erreur n'était pas l'adultère. L'erreur fut de croire que Céleste Arnaud supplierait pour récupérer la pièce. Elle se tenait dans le vestibule de l'hôtel particulier du 16e arrondissement, une valise dans une main et un sac d'ordinateur en cuir dans l'autre. Le haut de pluie s'égouttait de l'ourlet de son manteau camel sur le marbre noir. À côté du meuble à chaussures, une paire d'escarpins de satin crème reposait soigneusement sous le banc. Pas les siens. Une demi-pointure trop grande, trop brillante, trop impatient d'être vue. Le majordome Martin apparut dans le couloir et pâlit en la voyant. « Mademoiselle Arnaud ?» dit-il avant de se corriger trop tard. « Céleste, vous rentrez plus tôt. » Céleste le regarda. Pendant 2 ans, Martin l'avait appelée Mademoiselle Arnaud, avec le respect chaleureux réservé à la femme que tout le monde croyait destinée à devenir Madame Osborne. À présent, il prononçait son prénom comme un avertissement. Elle ne posa aucune question. Les questions étaient pour ceux qui avaient encore besoin de confirmation. Elle monta les marches. La Maison était silencieuse, à l'exception du bruit des roulettes de sa valise qui cliquetaient à chaque marche. Le son était absurdement fort comme un compte à rebours. Au bout du couloir, la porte de la chambre principale était légèrement entr'ouverte. Un rire doux filtrait par la fente. Une voix de femme douce et théâtrale. « Édouard, tu aimes celle-ci, j'ai choisi l'ivoire parce que ça a l'air cher sans trop essayer. » Céleste s'arrêta. À travers l'étroite ouverture, elle vit Mireille Lemoine debout près du lit en nuisette de soie tenant une autre robe de chambre contre son corps. Ses cheveux auburn tombaient en vagues calculées sur une épaule. Sa valise ouverte s'étalait sur le tapis déversant en lingerie, parfum, cosmétiques, soins de la peau et un peignoir rose pâle à travers la pièce, comme un drapeau planté sur une terre conquise. Édouard était assis au bord du lit, les manches relevées lui souriant. C'est cela qui blessa d'abord. Pas la nuisette, pas la valise, pas même le lit. Le sourire. Céleste n'avait pas vu cette douceur sans défense sur son visage depuis des mois. Elle examina la chambre avec soin. Les draps étaient neufs. La photographie encadrée de leur dîner de fiançailles avait disparu de la table de nuit. Son plaid de cachemire avait été déplacé du fauteuil. Un petit plateau à bijoux qu'elle avait acheté à Venise était maintenant rempli des boucles d'oreilles de Mireille. Édouard ne s'était pas contenté de la trahir. Il avait redécoré autour de la trahison. Céleste se détourna avant qu'il ne la voie et gagna la suite d'amis au bout du couloir. À l'intérieur, tout était intact. Ses vêtements de rechange pendaillant encore dans le placard. Son ordinateur de secours reposait dans le tiroir du bureau. Son ancien téléphone professionnel, celui que 3 personnes seulement connaissaient, chargeait encore derrière une pile de livres. Elle posa sa valise sur le lit et verrouilla la porte. Puis elle retira sa bague de fiançailles. C'était un diamant taille émeraude froid et théâtral. Édouard avait veillé à ce que le photographe de la demande en mariage capture l'instant exact où il la lui avait passée au doigt. Les photos avaient circulé partout. Pages de sociétés lettres d'investisseurs, blogs de mariage, comptes de réseau tenus par des femmes qui écrivaient des choses comme « amour véritable » et « élégance de vieille fortune ». Céleste posa la bague sur le bureau. Un instant, l'empreinte sur son doigt parut plus intime que le diamant ne l'avait jamais été. Elle ouvrit son ordinateur. Ceux qui ne connaissaient pas bien Céleste la croyaient décorative parce qu'elle s'habillait comme quelqu'un qui comprenait la présentation. 30 ans, cheveux blonds pâles, toujours lisses, yeux gris stables, posture formée par le ballet et les salles de conseil. Elle avait grandi entre Paris et Lyon, élevée dans des écoles coûteuses où l'on enseignait aux filles à sourire avant de leur apprendre à refuser. Mais Céleste avait bâti sa propre fortune avant qu'Édouard ne la demande en mariage. Elle n'était pas une héritière attendant d'être exposée. Elle était stratège de crise pour des acquisitions de capital investissement, celles que l'on appelait lorsqu'un dossier paraissait propre et public et pourri en dessous. Elle lisait les rapports de risque comme les chirurgiens lisent les scanners. Elle savait quelle note de bas de page manquante pouvait détruire un projet à 9 chiffres. Elle savait quel dirigeant souriait trop lorsqu'on mentionnait la dette. Édouard l'avait su autrefois. Puis il avait commencé à traiter sa compétence comme un charmant passe-temps. Il préférait la version d'elle qui savait organiser des dîners, porter des diamants, adoucir ses angles sur les photographies et rendre ses décisions
imprudente, intentionnelle, après coup. Cette version venait de mourir en silence dans la suite d'amis. Son ancien téléphone professionnel vibra. Un message. Julien Vallée, le penthouse est prêt. Si tu en as besoin, la clé est chez le concierge. Céleste fixa le message. Julien Vallée avait été son rival à l'école de commerce, son allié silencieux dans 3 opérations et le seul homme qui l'avait jamais regardé quitter une pièce en remarquant ce qu'elle n'avait pas dit. Il dirigeait désormais Vallée Capital, une société qu'Édouard enviait autant qu'il en avait besoin. Julien ne gaspillait pas les mots. S'il offrait un abri, il avait déjà calculé les risques et décidé qu'ils étaient acceptables. Elle répondit « J'aurais peut-être besoin d'un peu de temps ». Sa réponse arriva en quelques secondes. « Prends tout l'immeuble si tu veux ». Céleste faillit sourire. Puis quelqu'un frappa. « Céleste !» La voix d'Édouard. Elle regarda la bague sur le bureau. 1 seconde. Elle ouvrit la... Édouard se tenait dans le couloir assez beau pour être pardonné par ceux qui valorisaient la symétrie plus que le caractère. Cheveux sombres, yeux bleus, chemise déboutonnée à la gorge. Derrière lui, Mireille planait en peignoir blanc qui n'était pas celui de Céleste, mais qui semblait trop à l'aise dans sa maison. « Veuille rentrer plus tôt, » dit Édouard. « Oui. Pourquoi tu n'as pas appelé ?» Céleste laissa son regard passer au-delà de lui vers Mireille. Je ne savais pas qu'il fallait prendre rendez-vous pour rentrer chez moi. Les lèvres de Mireille s'entr'ouvrirent avec délicatesse. Céleste, cela doit paraître étrange. Non, dit Céleste. Cela paraît très clair. Édouard se frotta l'arête du nez. Mireille traverse une période difficile. Elle avait besoin d'un endroit discret pour quelques jours. Dans notre chambre. Tu étais absente. Alors la pièce se sentait seule. Sa mâchoire se contracta. Il n'aimait pas le sarcasme chez les femmes. Il le trouvait peu féminin, sauf lorsqu'il en était l'auteur. Mireille s'approcha, posant une main sur son bras. « J'ai dit à Édouard que c'était gênant, mais il a insisté. Il a dit que tu étais pragmatique. » Céleste regarda la main sur sa manche. « Il a raison. » Édouard cligna des yeux. Il s'était préparé aux larmes, à la colère, à une scène, peut-être à une exigence dramatique, que Mireille partit immédiatement. Il n'avait pas prévu le calme de Céleste. « J'ai un projet en ville, » dit Céleste. « Je vais rester là-bas un moment. » Édouard fronça les sourcils. « Quel projet ? » « Un projet privé. »« Pour combien de temps ? » ?»« Jusqu'à ce qu'il soit terminé. » Mireille sourit avec la douce cruauté d'une femme qui pense déjà avoir gagné. « Ne t'inquiète pas pour la maison. Je peux aider Édouard pour tout ce dont il a besoin. » La maison. Céleste regarda le couloir l'arcade qu'elle avait choisi, le coureur antique, qu'elle avait restauré, les appliques en laiton qu'elle avait fait venir de Paris, la porte derrière laquelle la valise de Mireille s'ouvrait sur son tapis. « Comme c'est généreux !» Elle se détourna. Édouard tendit la main vers son poignet. Elle se déplaça avant qu'il ne la touche. « Céleste !» Elle s'arrêta. Un instant, il sembla près de dire quelque chose de vrai. Quelque chose comme « Attends », quelque chose comme « Je suis désolé », quelque chose comme « Ce n'est pas ce que ça a l'air », bien que même cela eût été mieux que ce qui suivit. Au lieu de cela, il dit « Fais attention sur la route ». Céleste hocha une fois la tête. « Je le fais toujours ». Elle laissa la bague sur le bureau de la suite d'amis, posa une note imprimée à côté et sortit par le garage avec 2 valises, 3 disques durs et les clés de la voiture qu'elle avait achetée avec son propre argent. La note contenait une seule phrase. « Tu peux garder la chambre, mais pas la femme qui y a prêté attention. » Édouard la trouva. À ce moment-là, Céleste était assise dans le hall de la mairie à côté de Julien Vallée. Il portait un costume anthracite sans cravate, ses cheveux noirs encore un peu humides de pluie. Il paraissait moins poli qu'en réunion de conseil et plus dangereux pour cela. Lorsque Céleste entra, il se leva immédiatement. « Tu as dormi ?» demanda-t-il. « Quelques heures. »« Suffisant. »« Pour les papiers légaux, oui. » Il lui tendit une petite boîte de velours. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvent 2 alliances de platine simple de loin, mais chacune gravée à l'intérieur d'une seule lettre. C. G. Céleste leva les yeux. « Tu as apporté des bagues. J'ai supposé que tu refuserais les diamants aujourd'hui. » Cela faillit la briser. Non, pas parce que c'était romantique, bien que peut-être, mais parce que c'était exact. « Ce n'est pas un sauvetage, dit-elle. Je sais.
Je ne t'épouse pas parce que j'ai besoin d'un toit. Je sais. Et si jamais tu installes une autre femme dans ma chambre, je prendrai plus que la chambre en partant. » La bouche de Julien se plissa. « Cela me semble juste. » Le greffier appela leur nom. Céleste Arnaud et Julien Vallée se marièrent dans une salle municipale aux murs beige, sous des néons devant un juge qui avait vu assez de mariages impulsifs pour reconnaître la différence entre la panique et la décision. Céleste signa son nom d'une main ferme. Julien signa après elle. L'octampon frappa le certificat d'un son net et final. Céleste regarda le papier. Marié. Pas de fleurs, pas de quatuor, pas de photographe de société, pas de gâteau à 7 étages, pas d'Édouard au bout d'une allée prétendant que la fidélité était un smoking. Juste un fait juridique. Julien la reconduisit à la voiture. « Mon avocat enverra à Édouard un avis formel, » dit-il. « Du mariage. De plusieurs choses. » Plusieurs. Il ouvrit la portière pour elle. « Tu es très doué pour repérer les risques dans les sociétés des autres. J'ai supposé que tu les avais repérés dans la sienne. » Céleste s'arrêta une main sur la portière. Le projet du front de Seine. Parmi d'autres désastres. Elle le regarda. L'expression de Julien était calme, mais ses yeux étaient vivants de cette fureur contrôlée qu'elle reconnaissait dans les négociations hostiles. « Édouard a installé une autre femme dans ta chambre, tout en utilisant tes analyses pour maintenir sa société debout, » dit-il. « Je ne suis pas assez sentimental pour l'ignorer. » Son téléphone personnel se mit à sonner. Édouard. Elle laissa sonner. Puis encore. Et encore. Enfin, elle répondit. « Où es-tu » demanda Édouard. « Bonjour à toi aussi. Tu as retiré la bague. » « Oui. » Qu'est-ce que cela signifie? Elle était inconfortable. Cette bague a coûté une fortune. Alors garde-la pour Mireille. Ses chaussures se sont déjà installées. Quelque chose se brisa en arrière-plan. Céleste rentra à la maison. « Je suis chez moi. »« Où ?» Elle regarda Julien qui se tenait à côté de la voiture sous la pluie, une main posée sur la portière ouverte, totalement indifférent à l'orage. « Avec mon mari. » Il y eut un silence. Puis Édouard rit une fois rude et incrédule. « Ne joue pas avec moi. »« Je ne joue pas. Je me suis marié ce matin. »« Avec qui ?» Julien se pencha vers le téléphone. « Avec moi, » dit-il. Édouard cessa de respirer. Puis la ligne se coupa. Édouard parcourut la ville à sa recherche. Il appela compagnie aérienne, hôtels amis son assistante la sienne, le fleuriste du mariage annulé, l'organisateur le joaillier. Il envoya des messages qui passèrent de l'ordre à la persuasion puis à l'incrédulité. Céleste ne répondit pas. Elle resta dans le penthouse de Julien près de l'île Saint-Louis, aux fenêtres du sol au plafond, au plancher de bois sombre, et une cuisine garnie exactement du thé qu'elle buvait lorsqu'elle était furieuse. Ses vêtements arrivèrent non pas achetés à la hâte, mais choisis correctement sa taille, ses couleurs, ses créateurs préférés. Dans la chambre principale, une photographie encadrée reposait sur la commode. Céleste et Julien à un gala d'école de commerce. Ils ne posaient pas ensemble. Elle regardait vers une fenêtre tenant une coupe de champagne. Il se tenait un demi-passe derrière elle parlant à quelqu'un hors champ, mais son attention n'était pas sur la conversation. Elle était sur elle. Céleste prit le cadre. Elle n'avait pas su qu'il l'avait gardé. L'après-midi, le principal analyste de Julien livra un dossier intitulé « Carte d'exposition du groupe Osborne ». Céleste l'ouvrit sur le canapé de velours bleu. Le projet de réaménagement du front de Seine. Le joyau de la couronne d'Édouard. Un projet de luxe commercial et résidentiel sur un terrain que sa société avait acheté à prix d'or. Il s'en était vanté pendant des mois. Il avait utilisé les notes de marché de Céleste dans les dossiers d'investisseurs sans l'accréditer. Il avait dit aux donateurs que le projet transformerait le quai. La carte d'exposition disait autre chose. Instabilité des sols, servitude de l'autorité de transport. Examen municipal en attente, drapeau rouge d'assurance, maturité de dette empilée.
Une étude géologique livrée au bureau d'Édouard et jamais ouverte. Céleste se souvenait de ce rapport. Plusieurs dossiers urgents dans le plateau de signature d'Édouard. L'étude du front de Seine était le 3e. Mireille l'avait appelé depuis une boutique de l'avenue Montaigne, en disant qu'elle se sentait étourdie. Édouard était parti après n'avoir signé que les 2 premiers dossiers. Ce soir-là, Mireille avait publié plusieurs photos. Sur l'une d'elles, elle se tenait près d'une fontaine tenant un sac de course, tandis que le reflet d'Édouard apparaissait dans la vitre derrière elle. Céleste l'avait remarqué alors. Elle remarquait tout. Elle n'avait simplement pas encore décidé quoi en faire. À présent, elle savait. Une invitation arriva. Le gala d'hiver de la Fondation Harrington. Édouard Osborne, coparrain. Invité Mireille Lemoine. Céleste Vallée invitée de Julien Vallée. Elle tint l'invitation entre 2 doigts. « Tu as arrangé cela », dit-elle. Julien était à la table de la salle à manger, examinant des documents. Il ne leva pas les yeux. Le gala a lieu chaque année. Tu as arrangé cette liste d'invités. Oui. Pourquoi? Il leva alors les yeux. Parce que les hommes comme Édouard ne comprennent la perte que lorsqu'elle a un public. Céleste posa l'invitation. Et moi? Tu n'as besoin d'y assister que si tu veux qu'il voie ce qu'il n'a pas su garder. Elle pensa aux escarpins de satin crème près de la porte à la nuisette de soie, à Édouard disant « Fais attention sur la route ». Mireille appelant à la maison. « Je veux qu'il voie », dit-elle. Le soir du gala, Céleste porta du noir. Pas le noir du deuil, pas le noir de la vengeance, quelque chose de plus calme et plus tranchant. Une robe colonne au dos bas des manchettes de diamants aux poignets et les cheveux relevés pour révéler la longue ligne de son cou. Julien lui passa un collier de saphir autour du cou avant de partir. La pierre était d'un bleu profond presque minuit, entourée de diamants si purs qu'il semblait de la glace capturée. « Trop » demanda-t-elle. « Pour quiconque d'autre » dit-il. À l'entrée de la salle de bal, les appareils photos se tournèrent d'abord. Les murmures circulèrent vite. Céleste Arnaud. Nouvelle Céleste Vallée. N'était-elle pas fiancée à Édouard Osborne? Est-ce Julien Vallée? Se sont-ils mariés? De l'autre côté de la salle, Édouard la vit. La flûte de champagne dans sa main s'inclina légèrement. Une goutte se renversa sur son poignet. Mireille, debout à côté de lui dans une robe argentée trop nuptiale pour l'événement, suivit son regard et se figea. Céleste ne détourna pas les yeux. Julien posa une main au bas de son dos, sans pousser, sans revendiquer, juste là. Le visage d'Édouard changea. Confusion, choc, possessivité, rage. Tout cela passa sur ses traits avant qu'il ne se souvienne que des gens regardaient. Mireille se reprit la première. Elle se pencha vers lui et sourit, mais ses yeux étaient plats. « Eh bien, » dit Julien à voix basse, « c'était plus rapide que prévu. Il a toujours détesté être le dernier à savoir. » Ils prirent place à la table de devant. Céleste parla avec des donateurs, des investisseurs et 2 femmes qui prétendaient ne pas fixer sa bague. Julien la présenta comme sa femme sans emphase. C'était là la cruauté élégante de la chose. Il n'avait pas besoin d'annoncer une victoire lorsque le fait lui-même suffisait. Pendant le dîner, Édouard s'approcha. Il ne demanda pas la permission. Les hommes comme lui prenaient souvent l'impulsion pour de l'autorité. « Céleste, » dit-il. Julien posa son verre. « Monsieur Osborne, vous interrompez le dîner de ma femme. » La mâchoire d'Édouard se contracta au mot « femme ». « C'est entre Céleste et moi. »« Il n'y a plus de toi et Céleste, » dit Julien. Mireille se précipita souriant trop fort. « Félicitations, » dit-elle. « Je ne savais pas que tu avais trouvé un remplacement si vite. » Céleste s'essuya les lèvres avec sa serviette et se leva. La table se tut. « Remplacement » demanda-t-elle. Mireille releva le menton. « Si le mot convient. » Céleste sourit petit et dangereux. « Mireille, les chaussons que tu as portés étaient les miens. Les draps dans lesquels tu as dormi ont été choisis par moi. La coiffeuse où tu as rangé tes petits flacons a été importée par moi. L'art au mur, les assiettes en bas, le thé dans la cuisine, le majordome qui m'appelle maintenant par mon prénom parce que tu l'as effrayé, jusqu'à l'incertitude, tout cela est à moi. » Le sourire des Mireille trembla. Céleste s'approcha. «
Même l'homme auquel tu t'accroches est quelque chose que j'ai laissé derrière moi. Un murmure doux circula aux tables voisines. Le visage de Mireille s'empourpra. « Toi, l'arrogante !»« Attention !» dit Julien. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Édouard fixa Céleste. « Tu l'as épousé pour me punir. »« Non, dit-elle. Je t'ai quitté pour me protéger. Je l'ai épousé parce qu'il savait la différence. » Les yeux d'Édouard s'assombrirent. « Tu étais fiancé à moi. Et tu entretenais une femme dans ma chambre. » Il baissa la voix. « Elle est restée parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Elle avait une valise des soins de la peau de la lingerie et assez de confiance pour appeler ma maison la sienne. Ne nous insulte pas tous les deux en prétendant que c'était de la charité. » Les donateurs proches prétendirent examiner leur dessert. Édouard regarda autour de lui soudain conscient du public. « 5 minutes, dit-il, dehors. » Julien se leva. Céleste toucha sa manche. « Je peux gérer 5 minutes. » Dans le couloir hors de la salle de bal, Édouard se retourna vers elle. « Qu'est-ce que tu crois faire, bon sang ?» Céleste s'appuya contre le mur de marbre. « Assister à un gala. Avec lui. Mon mari. » Il tressaillit de nouveau. « Est-ce que tu comprends seulement ce que tu as fait? Tu m'as fait passer pour un imbécile. » « Non, Édouard. J'ai cessé de t'aider à passer pour un homme digne d'être épousé. » Son visage pâlit de colère. « J'ai fait une seule erreur. Tu l'as installé. J'étais confus. Tu as changé la chambre. J'ai paniqué. Tu as soumis un formulaire révisé de prestataire de mariage avec son nom. » Il se figea. Céleste regarda le sang quitter son visage. « Comment tu le sais? Mireille a publié une story depuis chez Vera Wang. Tu étais reflété dans le miroir derrière elle en tenant le dossier. L'organisatrice a confirmé la demande de modification après que j'ai annulé mon autorisation de paiement. » « Tu as annulé. » « Tout ce qui était lié à mes comptes. » Il la fixa. Le fleuriste Lacombe du lieu, le quatuor accordé la suite de lune de miel à Paris, la commande de champagne vintage. Mon argent, mes annulations. Ce mariage était le nôtre. Non. Il est devenu le tien dès le moment où tu as essayé de mettre son nom à la place du mien. Édouard recula comme si elle l'avait frappé. Un instant, elle vit la réalisation percer l'orgueil. Pas encore le regret. La peur. « Céleste, » dit-il plus doucement, « rentre à la maison. On peut arranger ça. » « Quelle maison, celle où elle vit? Je la renverrai. » « Comme c'est généreux, je le pense. Moi aussi lorsque j'ai signé le certificat de mariage. » Il saisit son poignet. Pas assez fort pour faire un bleu. Assez fort pour lui rappeler qui il pensait encore avoir des droits. Céleste baissa les yeux vers sa main. « Enlève-la. » Il ne le fit pas. Julien apparut au bout du couloir. Il dit un seul mot. « Édouard. » Édouard lâcha prise. Julien s'avança lentement. Son visage était calme, mais il n'y avait rien de doux. « Touche encore ma femme, dit-il, et l'effondrement de ta société deviendra la deuxième pire chose qui t'arrivera ce mois-ci. » Les yeux d'Édouard se tournèrent vers lui. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Julien lui tendit un dossier noir. « Tu devrais lire plus vite que tu ne signes. » Édouard l'ouvrit. Céleste le regarda parcourir la première page. Sa colère s'effaça en confusion puis en alarme. Offre d'acquisition conditionnelle de Valais Capital. Exposition de la dette du front de Seine. Participation majoritaire dans le centre logistique. Prix d'offre à 62 centimes de l'euro. Édouard leva lentement les yeux. « Tu essaies d'acheter mon projet. »« Non, » dit Julien. « J'offre de l'oxygène à une société qui se noie à un prix qui reflète depuis combien de temps elle est sous l'eau. Va au diable. Finalement. Mais pas avant ta réunion du conseil. » Édouard se tourna vers Céleste. « Tu lui as donné ça. » Céleste sautint son regard. « Tu m'as donné les données pendant des années. Chaque fois que tu me demandais de nettoyer tes dossiers d'investisseurs, de corriger ton langage de risque ou de réécrire tes mémos aux prêteurs en prétendant que je ne faisais que les rendre plus jolis. Tu as utilisé des informations confidentielles. Non.
J'ai utilisé mon propre travail dans des dépôts publics. Le désastre confidentiel est toujours là non lu dans ton bureau. Quel désastre! L'expression de Julien s'affûta. Tu ne le sais vraiment pas. C'était la deuxième fissure publique. Édouard regarda de Julien à Céleste. Savoir quoi? Les portes de la salle de bal s'ouvrirent derrière eux. Un homme d'âge mûr en costume noir sortit suivi de deux autres. Céleste reconnut Pierre Osborne, le père d'Édouard, et président du groupe Osborne. Il avait les mêmes yeux bleus que son fils, mais moins de vanité et plus de sens de la survie. « Édouard, » dit Pierre. Le couloir se refroidit. « Papa. » Pierre leva un rapport. L'autorité de transport a envoyé une étude géologique de servitude concernant le front de Seine. Elle indique que le hub de transport prévu intersecte notre zone de fondation. Pourquoi l'ai-je appris du dossier d'offre de Julien Vallée? Édouard cligna des yeux. Je n'ai jamais reçu ça. Céleste parla avant que Julien ne le puisse. Tu l'as reçu. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Elle garda voix égale. Plusieurs dossiers urgents dans ton plateau de signature. L'étude de l'autorité de transport était le troisième. Tu as signé les deux premiers, puis Mireille a appelé. Tu es parti pour l'avenue Montaigne. Tu n'es jamais revenu au bureau. Édouard la fixa. Ce soir-là, continua-t-elle, Mireille a publié plusieurs photos. Sur l'une d'elles, elle était à la fontaine des Médicis. Dans le reflet, tu tenais 2 sacs de course. Les dossiers restants ont été déplacés vers le bahut inférieur par ton assistante le lendemain. Tu m'as demandé de revoir le dossier d'investisseur. J'ai signalé la référence manquante à l'étude dans les commentaires. Tu l'as marqué résolu sans ouvrir la pièce jointe. Le couloir était silencieux. Pierre regarda son fils. Est-ce vrai? La bouche d'Édouard s'ouvrit. Aucune réponse ne vint. Mireille les avait suivis et se tenait maintenant près des portes de la salle de bal, le visage vidé et une main à la gorge. Pierre bâissa le rapport. Le conseil se réunit. Papa. Sois là sobre, silencieux, et prêt à expliquer pourquoi ta liaison nous a coûté 200 millions. Puis il s'éloigna. Édouard paraissait comme si le sol avait bougé. Céleste faillit éprouver de la pitié pour lui. Presque. Mais alors il se tourna vers elle avec fureur, parce que certains hommes peuvent regarder leur propre négligence, faire s'effondrer une société et chercher encore une femme à blâmer. Tu as organisé ça. Non. Je m'en suis souvenu. Tu m'as ruiné. J'ai remarqué que tu ruinais toi-même. Julien s'avança à ses côtés. Nous partons. La voix d'Édouard se brisa. Céleste. Elle s'arrêta. Voilà le ton qu'il aurait dû utiliser dans le couloir de sa maison avant qu'elle ne parte le premier véritable son de peur. Trop tard. Bonne nuit, Édouard. Lockland-Main, le conseil du groupe Osborne, retira à Édouard ses fonctions de directeur général par intérim en attendant une restructuration d'urgence. Son père vota avec la majorité. L'offre de Vallée Capital fut révisée à la baisse. Les réseaux de Mireille passèrent en privé. Édouard se retrouva dans l'hôtel particulier qui avait paru si grandiose lorsque Céleste y avait emménagé et si absurde maintenant que la femme qui le rendait intelligent était partie. Les lumières du vestibule étaient allumées. Les escarpins de satin crème étaient toujours sous le banc, mais l'un d'eux avait basculé sur le côté, comme si même les chaussures avaient perdu confiance. Martin se tenait près de l'escalier, les mains jointes, les yeux baissés. « Où est-elle » demanda Édouard. Martin savait exactement de quelle femme il parlait. C'était en soi un acte d'accusation. « Mademoiselle Lemoine est en eau, monsieur. Elle fait ses bagages. Elle se dispute avec quelqu'un au téléphone. » Édouard monta les marches 2 par 2. Dans la chambre principale, Mireille se tenait près de la valise ouverte, une main pressée contre son oreille, le visage rouge de panique. « Non, je ne peux pas publier de déclaration, » claqua-t-elle, « parce que si je publie quoi que ce soit, on croira que je savais. Je ne savais pas. Je n'étais pas impliqué dans son projet stupide. » Elle se retourna et vit Édouard. « Je te rappelle. » Elle raccrocha. Un instant, ils se regardèrent à travers la chambre que Céleste avait conçue. Le lit était défait. Les cosmétiques encombraient la coiffeuse.
Une nuisette de champagne reposait sur le fauteuil comme une preuve que personne n'avait pris la peine de cacher. Tu as dit qu'elle réagissait de façon excessive. Dites Mireille. Édouard rit une fois, non parce que quelque chose était drôle. C'est cela qui t'inquiète. Mon nom est partout. Ton nom est sur des comptes de potins. Ma société saigne. Parce que tu as ignoré un rapport. Ses yeux s'affûtèrent. Voilà. La phrase qu'aucun des deux ne pouvait survivre. Je l'ai ignoré parce que tu m'as appelé. Le visage de Mireille se tordit. Ne me mets pas ça sur le dos. Je ne t'ai pas forcé à quitter ton bureau. Tu as dit que tu étais malade. J'ai dit que je me sentais faible. Tu as décidé de venir faire du shopping. La vérité était laide parce qu'elle appartenait aux deux. Il avait voulu être nécessaire à quelqu'un qui jouait si bien l'impuissance. Elle avait voulu un homme assez puissant pour faire de la maison d'une autre femme un trophée. Ni l'un ni l'autre n'avait considéré que le trophée pouvait reposer sur l'intelligence de cette femme. Mireille saisit un flacon de parfum sur la coiffeuse et le jeta dans sa valise. « Je ne reste pas ici pendant que tout le monde m'appelle briseuse de foyer et passif. Tu voulais la maison. Je voulais la vie que tu avais promise. C'est la vie. » Elle regarda autour de la pièce, voyant soudain ce que Céleste avait vu depuis le couloir. Pas de romance, pas de destin, juste le goût d'une autre femme enveloppée autour d'un droit emprunté. « Non, » dit Mireille doucement, « c'est sa vie avec ton désordre dedans. » Les mots portèrent plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Le visage d'Édouard devint blanc. Mireille ferma la valise d'une main tremblante. « Où vas-tu ?»« À l'hôtel. »« Avec quel argent ?» Elle se figea. Il vit le calcul traverser son visage. La carte de crédit qu'il lui avait donnée était liée à un compte discrétionnaire désormais sous examen du conseil. 6 contrats de Manéquinat avaient ralenti après qu'elle fût devenue trop publiquement attachée au scandale. Les amis qui applaudissaient le drame n'offraient généralement pas de chambre d'amis. « Tu as vraiment cru que j'allais tout payer pour toujours ?» dit-il. Les yeux de Mireille se remplirent, mais les larmes n'étaient plus aussi jolies cette fois. La panique se photographie rarement bien. « Tu as cru que Céleste le ferait aussi ?» claqua-t-elle. Édouard recula. Un instant, la pièce sembla lui montrer 3 versions de sa vie à la fois. Céleste choisissant les draps. Céleste annotant des rapports à minuit. Céleste debout dans le couloir, disant qu'elle se souvenait de ce qu'il avait ignoré. Puis Mireille entourée de soie et de flacons demandant ce qu'il restait maintenant que l'argent était devenu incertain. Il avait pris la douceur pour de la dévotion et le glamour pour un refuge. Les 2 erreurs avaient des factures. Mireille traîna la valise vers la porte. Sur le seuil, elle se retourna. « Tu sais ce qu'il y a de pire, elle ne m'a même pas combattu. » Édouard la regarda. Elle m'a regardé comme si j'étais un meuble que quelqu'un avait placé dans la mauvaise pièce. Puis elle partit. La porte d'entrée se referma. Édouard resta dans la chambre principale jusqu'à ce que la maison devienne si silencieuse qu'il put entendre la pluie cliqueteur contre les fenêtres. Sur la table de nuit, la bague de fiançailles était toujours dans son écrin de velours. Il l'y avait mise après avoir trouvé la note de Céleste, comme si la remettre à sa place pouvait annuler le fait qu'elle l'avait retirée. Il la prit maintenant. Une fortune. 5 carats. Clarté parfaite. Complètement inutile. Il la jeta à travers la pièce. Elle heurta le mur et tomba dans le tapis sans faire presque assez de bruit. Céleste apprit chaque développement dans le bureau de Julien où elles étaient assises pieds nus sur le canapé, portant l'une de ses chemises blanches et examinant la pile de dettes mise à jour. Cela aurait pu paraître intime si ce n'avait été pour le tableur ouvert sur ses genoux. Julien se tenait près de la fenêtre, téléphone en main. Pierre a accepté une réunion. Bien sûr. Édouard demande si tu lui parleras. Non. Mireille a quitté l'hôtel particulier. Céleste leva les yeux. Déjà. Apparemment, la maison lui paraissait hostile. Elle ne lui a jamais appartenu. La bouche de Julien se plissa légèrement. Tu la veux de retour. Céleste pensa à la chambre aux chaussures près de la porte au plateau à bijoux, aux draps au sourire d'Édouard. Non. Bien. Bien. Je détestais cette maison. Elle leva un sourcil. Tu n'y es venu que 2 fois. Suffisant.
Pendant un moment, ils travaillèrent en silence. C'était étrangement paisible. Pas des performances, pas d'exigences qu'elle adoucisse son intelligence, pas d'homme insistant qu'il l'aimait tout en ressentiment la façon dont elle voyait. Le soir, Julien posa une tasse de thé à côté d'elle. Caramel. Elle la regarda. Comment tu sais? Tu en as bu après l'effondrement de l'affaire Winslow. Tu as dit que la menthe poivrée était pour les gens qui prétendaient être calmes. Céleste en serra la tasse de ses mains. Les plus petites attentions étaient les plus dangereuses. Les grands gestes pouvaient être rejetés comme de la stratégie. Les détails retenus n'avaient nulle part où se cacher. « Pourquoi as-tu attendu » demanda-t-elle. Julien s'assit en face d'elle. « Pour toi. » « Oui. » Il la regarda longuement. « Parce que tu étais fiancée. » « Cela t'a arrêté. »« Cela devrait arrêter tout le monde. » La réponse était si simple qu'elle fit mal. Edward avait traité un engagement comme un obstacle à gérer. Julien l'avait traité comme une frontière. Céleste baissa les yeux vers le thé. « Je ne suis pas prête à être une histoire d'amour. »« Alors sois une personne dans ma maison, » dit Julien. « Le reste pourra se gagner. » Dans les semaines qui suivirent, Julien tint cette promesse de façon trop silencieuse pour que les potins les comprennent. Il ne la promena pas dans les restaurants pour prouver une possession. Il n'appela pas de photographe. Il ne lui demanda pas d'expliquer chaque silence, chaque retrait soudain, chaque moment où elle fixait trop longtemps une porte, parce qu'une partie d'elle se souvenait encore d'escarpins de satin crème sous un banc. Il lui donna de l'espace sans que la distance ne ressemble à une punition. Le penthouse s'ordonna autour d'elle, mais pas de la façon dont l'hôtel particulier d'Édouard avait été ordonné. Édouard aimait les pièces arrangées pour impressionner ceux qui y entraient. Julien aimait les pièces arrangées pour que la personne qui y vivait puisse respirer. Un second bureau apparut dans le cabinet de travail, non pas à côté du sien comme un poste d'assistante, mais face à la fenêtre où la lumière du matin tombait le plus pur. Son thé monta dans le placard à hauteur des yeux. L'étagère de la salle de bain accueillit ses soins sans que personne ne prétende ne pas remarquer les espaces vides laissés pour eux. Un jour, Céleste rentra d'une réunion hostile avec un prêteur pour trouver Julien dans la cuisine de la farine sur une manche et une recette ouverte sur son téléphone. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle. « J'ai tenté des pâtes. » Tenter. Le verbe est intentionnel. Sur le comptoir reposait un bol de pâte à la texture de ciment humide. Céleste le regarda. Puis lui. Pour la première fois depuis des jours, elle rit si fort qu'elle dut s'appuyer contre l'îlot. Julien la regarda avec une expression qui changea quelque chose dans la pièce. Pas des triomphes du soulagement. « Ça valait le coup, » dit-il. « Tu as détruit de la farine importée pour un rire. » J'ai financé de pires affaires. Ils commandèrent des nouilles d'un endroit en bas et les mangèrent dans des cartons en papier à l'îlot de la cuisine. Julien demanda des nouvelles de la réunion avec le prêteur, non pas de la façon dont Édouard avait l'habitude de demander attendant les parties qui le concernaient, mais avec une véritable attention. Il se souvenait des noms. Il demanda pourquoi le prêteur mezzanine avait changé de position. Il comprit lorsqu'elle dit que le problème n'était pas la dette, mais l'arrogance de l'homme qui la détenait. Plus tard, tandis qu'elle rinçait les cartons pour le recyclage, Céleste réalisa qu'elle avait passé des heures sans se sentir observée pour des preuves émotionnelles. C'est ainsi que la sécurité commença, non pas avec des feux d'artifice, avec l'absence de stratégie dans la bonté d'une autre personne. Un soir, elle trouva une enveloppe scellée sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un accord postnuptial rédigé par l'avocat de Julien. Pas de piège, pas de contrôle caché, pas de clause de moralité déguisées en protection. Il confirmait que ses actifs d'avant le mariage restaient les siens, que ses revenus futurs restaient les siens sauf si elle en décidait autrement, et que toute propriété commune exigeait le consentement écrit des deux parties. Une courte note de Julien était jointe. « Tu ne devrais jamais avoir à me faire confiance parce que les papiers ne te laissent pas le choix. » Céleste lut la phrase 3 fois. Puis elle entra dans la bibliothèque où Julien lisait des rapports trimestriels. « Tu es soit l'homme le plus romantique vivant, » dit-elle en tenant l'accord, « soit le moins. » Il jeta un regard au papier. Les deux espérons-le. « Tu te rends compte que la plupart des hommes trouveraient cela insultante. » La plupart des hommes surestiment la confiance qu'ils méritent. Beau c'est si d'un petit doigt.
Elle resta là un moment sentant quelque chose se desserrer en elle. Édouard avait voulu la confiance comme un tribut. Julien offrait une structure pour que la confiance n'ait jamais à être aveugle. « Merci, dit-elle. Il hocha une fois la tête, comme si elle l'avait remercié de passer le seul. C'est alors que Céleste commença à comprendre la différence entre être sauvé et être respecté. Le sauvetage règne d'une femme reconnaissante. Le respect la rend libre. Ils organisèrent une réception, pas un mariage. Céleste refusa de jouer l'innocence nuptiale après tout ce qui s'était passé. Le mariage légal était déjà fait. La réception était une déclaration, un rassemblement dans le domaine de Julien dans les Yvelines, avec la famille, les amis, les investisseurs, et des gens dont les invitations avaient forcé des cercles sociaux entiers à réarranger leurs hypothèses. Céleste porta de l'ivoire cette fois, pas la robe choisie pour Édouard. Cette robe avait été annulée, emballée, et donnée à une vente aux enchères caritatives sans note jointe. Cette robe-ci était plus simple, soit manches longues, dos ouvertes, pas de voile. Ses cheveux tombaient librement sur une épaule. À son poignet se trouvait un bracelet de jade vert que Julien avait acheté à la vente Harrington après l'avoir entendu mentionner une seule fois le bijou perdu de sa grand-mère. La mère de Julien, Béatrice Vallet, trouva Céleste près de la bibliothèque avant le début de la réception. Béatrice était élégante aux cheveux argentés et terrifiante de la façon affectueuse des femmes qui avaient survécu à la vieille fortune et gardé les meubles. « Tu as l'air de toi-même, dit-elle. Céleste rit doucement. C'est une approbation. C'est mieux. Béatrice ajusta une manche d'un doigt délicat. Julien a gardé une photographie de toi sur son bureau pendant des années. Céleste se figea. La photo du gala. Oui, je lui ai dit une fois que s'il t'admirait tant, il devrait dire quelque chose. Il m'a répondu que tu t'appartenais d'abord à toi-même et à un autre homme ensuite, et qu'il n'avait aucun intérêt à voler ceux qui ne l'avaient pas choisi. Et Céleste regarda à travers le hall. Julien se tenait près des fenêtres parlant à un invité. Costume sombre, pas de sourire, oreilles légèrement rouges, comme s'il savait que sa mère le trahissait. Sa gorge se serra de façon inattendue. Il a dit cela. Mon fils est beaucoup de choses, un fou d'amour, parfois un voleur jamais. C'est alors que le portail appela. Un agent de sécurité parla à voix basse au régisseur du domaine. Le régisseur regarda Julien, Julien regarda Céleste. Elle savait déjà. Édouard était venu. Il apparut au bout de l'allée de gravier dans un costume noir froissé plus mince qu'avant, non rasé, tenant une enveloppe d'une main. Il ne ressemblait en rien à l'homme qui commandait autrefois les salles de bal d'un regard. Cet Édouard avait été réduit par les conséquences, pas encore humilié. Réduction et humilité sont différentes. La sécurité l'arrêta près de la fontaine. Céleste sortit seule. Julien suivit à distance assez près pour intervenir assez loin pour la laisser décider. Les yeux d'Édouard se remplirent dès qu'il la vit. « Céleste, tu n'as pas été invitée. Tu n'as... Je sais. Alors pourquoi es-tu ici ?» Il tendit l'enveloppe. « Je l'ai rachetée. » Elle ne la prit pas. « Racheter quoi ?» Le front de scène, la participation, la dette. J'ai levé des fonds. J'ai vendu la villa de Deauville, le chalet de Megève-tout. J'ai payé Valais Capital 3 fois le prix de l'offre pour annuler l'acquisition. Sa voix tremblait d'un orgueil désespéré, comme s'il avait tiré un diamant de l'océan et attendait des applaudissements. « Je l'ai réparé, dit-il. J'ai réparé la société. » Céleste le regarda. Derrière elle, la musique filtrait du domaine. Des invités riaient doucement sur la terrasse. Julien se tenait dans l'embrasure, une main dans la poche, regardant sans possession. « Tu penses que c'était le problème ?» Édouard la fixa. « Tu as cru que si tu rachetais l'actif, tu me rachetais. »« Non, je... » Il avala. « Je sais que je t'ai blessé. Tu m'as humilié dans ma propre maison. J'ai été stupide. Tu m'as remplacé avant même que je parte. J'étais confus. Tu as ignoré un rapport qui a failli détruire ta société parce que ta maîtresse voulait de l'attention. Je sais. Et maintenant, tu te tiens à la porte de mon mari avec un chèque de banque, comme si j'étais un autre actif en détresse que tu pouvais racheter. » Son visage s'effondra. « Je t'aime. » Céleste sentit les mots arriver et n'atterrir nulle part. Autrefois, il l'aurait détruite.
Autrefois, elle les aurait ramassés comme du verre et se serait coupée en essayant de prouver qu'ils brillaient encore. À présent, ce n'étaient que des mots d'un homme qui comprenait la valeur après la perte, non l'amour avant le dommage. « Édouard, dit-elle, sais-tu la différence entre toi et Julien ?» Il regarda au-delà d'elle vers la maison. La Rainée vacilla puis à l'épuisement. « Il a plus d'argent. » « Non. » Édouard regarda de nouveau. « Lorsque tu m'as trouvé en douleur, tu m'as dit de faire attention sur la route. Lorsque Julien m'a trouvé en train de partir, il m'a dit que j'avais déjà une maison. Tu m'as donné un avertissement, il m'a donné un abri. Tu as offert des explications après la trahison, il a offert du respect avant le désir. » Le vent d'automne traversa les arbres, soulevant l'ourlet de sa robe. Voilà la différence. Des larmes coulèrent sur le visage d'Édouard. Il tomba à genoux sur le gravier, l'enveloppe écrasée entre ses mains. « Je t'en prie, murmura-t-il. Donne-moi juste une chance de prouver que je comprends. » Céleste le regarda de haut. Elle éprouva alors de la tristesse, non du désir, non de la faiblesse. Une tristesse nette, pour la vie qu'elle avait failli entrer la femme, qu'elle avait failli devenir, les années qu'elle aurait pu passer à confondre l'endurance avec la dévotion. « Ce n'est pas parce que quelqu'un part qu'il attend d'être suivi, dit-elle. Puis elle se retourna et marcha vers la maison. Julien la rejoignit à mi-chemin. Il ne demanda pas si elle allait bien. Il savait qu'elle n'était pas fragile, et il savait que bien était trop simple. Il lui tendit la main, Céleste la prit. À l'intérieur, la réception continua. Pendant le dîner, Julien se leva pour parler. Ce n'était pas un homme qui aimait l'émotion publique. Sa main se resserra une fois autour de son verre avant qu'il ne commence. Céleste m'a dit un jour que l'erreur la plus dangereuse en affaires est de confondre possession et valeur, dit-il. Les gens le font avec les sociétés, avec les actifs, avec les réputations. Ses yeux trouvèrent les siens. Certains le font avec l'amour. Ils croient que parce que quelque chose est près d'eux, cela leur appartient. Parce que quelqu'un est patient, elle attendra toujours. Parce que quelqu'un est loyal, elle ne peut pas partir. Céleste m'a appris que l'amour n'est pas la propriété. C'est l'attention, c'est la mémoire, c'est la retenue. C'est savoir quand se tenir aux côtés de quelqu'un sans bloquer la porte. La pièce se tut. Céleste baissa les yeux vers le bracelet de jade à son poignet. Pendant des années, on l'avait louée pour être composée, pour être élégante, pour savoir absorber l'insulte sans perturber la pièce. Mais la composition n'était pas le consentement. L'élégance n'était pas la reddition. Une femme pouvait partir en silence et changer pourtant tout l'équilibre du pouvoir derrière elle. Plus tard dans la nuit, après le départ des invités et le silence du domaine céleste se tenait sur le balcon dominant le jardin sombre. Julien sortit avec 2 tasses de thé. « Pas de champagne ?» demanda-t-elle. « Tu n'en buvais presque pas. Tu as remarqué. » « C'est ce que je fais. » Elle prit le thé. En bas, au-delà des arbres, la route s'incurvait dans l'obscurité. Quelque part là-bas, Édouard finirait par se relever. Il se dresserait, rentrerait, et commencerait à vivre à l'intérieur des conséquences d'avoir pris une femme pour une pièce qu'il pouvait remplacer. Céleste n'éprouva aucune envie de regarder en arrière. « Regrettais-tu de m'avoir épousé si vite ?» demanda-t-elle. Julien s'appuya à côté d'elle sur la rambarde. « Non. Tu devrais au moins faire semblant d'y réfléchir. Je l'ai fait pendant des années. » Elle tourna le visage souriant malgré elle. L'air de la nuit était froid, mais la tasse réchauffait ses mains. Elle pensa aux escarpins de satin dans le vestibule, à la bague sur le bureau, au tampon à la mairie, à la rage d'Édouard dans la salle de bal, à Mireille, portant ses restes comme des trophées. Julien n'attendant non parce qu'il était faible, mais parce qu'il respectait une frontière que personne d'autre ne semblait voir. Dans une autre vie, Céleste aurait pu épouser Édouard et passer des années à traduire sa négligence en excuses. Il est sous pression. Elle n'est qu'une amie. Il ne le pensait pas. Les hommes comme lui sont compliqués. Mais la vie offre parfois à une femme un cadeau brutal, la vérité assez tôt pour s'échapper. Céleste s'était échappée. Pas de crise à la porte de la chambre, pas de supplique, pas de marchandage avec une femme en soi, pas de prières à un homme qui ne savait pas distinguer être aimé et être servi. Elle s'était simplement partie. Et en partant, elle avait appris ce qu'Édouard n'avait jamais compris. Le silence d'une femme n'est pas toujours un chagrin. Parfois, c'est une stratégie. Parfois, c'est du respect de soi. Parfois, c'est le bruit d'une porte qui se fermait si doucement que l'homme de l'autre côté ne réalise pas qu'il a perdu toute la maison jusqu'à ce que les lumières s'éteignent.
Si cette histoire vous a fait réfléchir à la trahison, au respect de soi ou au pouvoir de partir avant que quelqu'un n'ait fini de vous sous-estimer, abonnez-vous pour d'autres récits émotionnels sur l'amour, la vengeance et le choix de soi. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire pour partager ce qu'elle vous a fait ressentir. Dites-nous qui dans votre quotidien mérite enfin d'être regardé avec respect. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des récits qui éveillent l'âme et rappellent ce qui compte vraiment, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre soutien permet à ces messages de voyager plus loin et de toucher encore plus de cœurs. Ensemble, apprenons à voir vraiment.